Un jour, un vieux monsieur rentrant de grand pèlerinage au Mecque, à Istanbul, alors il traverse avec le bateau la mer, et bien, juste après avoir descendu pieds mis sur terre, il se prosterne. Eh bien, il ne bouge pas plus. Alors les gens passant qui s'empressent pour aller le matin au boulot, les bourgeoises, alors dont l'une, en dépliant ses volants, elle murmure en disant « voilà un fou de plus », eh bien, quand tout le monde sont partis, seulement le gardien du port, jeune homme gaillard qui vient d'arriver de son village, anatolien d'Amasya, en pleine santé, un turc ottoman. Alors il demande, il avertit ce vieux homme en disant « alors c'est pas là, dans cette direction, notre cher Kabe, Mecque, pierre noire de Mecque ». Et l'autre vieux monsieur répond « alors c'est pas à lui que je prie ». Alors là, jeune gaillard, il devient très inquiet, il proteste avec un langage du corps, il est prêt, si on était dans l'époque ottomane, couper avec son épée en deux ce vieux monsieur, jusqu'à ce point-là. Il se fâche. Comment on pourrait se prosterner à une autre divinité que Dieu? Et dans sa tête, effectivement, toutes ces histoires de massacres, des insurrections de Kızılbaş, Alevites en Anatolie, toutes les insurgés arrêtés, emmenés à Istanbul, exécutés dans ce port-ci, toute la mer rougit du sang d'Alévites à Istanbul, toutes ces images dans cette tête, etc. Eh bien, il y a une apparition dans la mer, comme chaque année au mois de septembre, il y a une grande horde de ophros qui traverse le Bosphore depuis mer Noire jusqu'à les plus chaudes eaux de Méditerranée. C'est une procession rare et en témoigner c'est encore rare. Alors en passant juste devant cette scène, un ophros, un grand poisson, jette un regard pitoyable en fait, affectueux pour ce vieux homme, en imaginant sûrement ce qui va lui arriver après cette réponse. Ce regard n'est pas capté par l'humain, mais par l'atmosphère byzantine où on entend tintement des clochers byzantins. Alors, tout est arrêté, il va se passer quelque chose à Istanbul. Toutes les époques réunies. Alors, en prenant la conscience de la situation vue du dos et du cul, vieux monsieur, il explique la situation. Alors, mon enfant, j'ai vu une fourmi écrasée par terre. Eh bien, il y avait un enterrement de fourmis à laquelle j'ai assisté. Au revoir. Ce que j'ai dit en fait, c'est clair à l'œil nu. Donc, c'est bizarre qu'il a fallu tant de recherches, mais un simple déplacement, mais vers où il fallait savoir. Et ça, effectivement, et tout en sachant, je ne
n'arrivait pas à le deviner. Exactement comme Let's Voler. Eh bien, on s'est amusé avec tapis volant, mais je vous assure que le vendredi, il y aura des tapis volants ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, ils sont domiciliés. Vous voyez, chambre centrale, effectivement, désertée. Et parce que dans les autres jours, c'est contraire, c'est entassé, étalé, déroulé, déplié, développé. Et c'est exactement Zuhanden ici. Donc, ce qu'on cherche, tablier, établi, et même statis, c'est-à-dire l'essence de l'État, de tout État, agora, sans lequel il n'y aura pas de discussion philosophique. Donc la liberté, échange, monnaie, argent, monnaie courante, tout ce que vous voulez, c'est ici. Mais personne ne devinait parce que c'était trop central. Quelque chose de trop central, on l'évite. Pour arriver, on fait des efforts, mais pour autre chose. C'est comme la loi de Kafka. On a une signe phénoménal quand on a besoin. Mais la loi elle-même, ça n'intéresse personne. La loi transcendantale. Et ça sert à quoi? Ça sert seulement aux philosophes. Et le reste, c'est seulement quand il y a une laisse, c'est-à-dire quand il y a une injustice qu'il interprète comme une injustice. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est quelque chose qui est arrivé et artificiellement provoqué la plupart du temps par l'État, surtout bureaucratique et religieux, c'est-à-dire classe religieuse. Et ils trouvent des artifices, des similacres. Comme l'État lui-même n'existe pas tout simplement, et à travers seulement des institutions qui sont des colifichets ou des simulacres, donc c'est ressemblance de quelque chose qui n'existe pas, mais une ressemblance est identique à soi, c'est-à-dire elle n'a d'autre ressemblance qu'un autre État et qu'une autre institution, ainsi de suite. Et il n'y a pas d'essence d'État. Et signifier, c'est vide. Ça devrait forcément, nécessairement rester vide pour qu'il soit le lieu comme matrice de toutes les substitutions, échangeabilité, supplémentarité, c'est un peu mot faible, mais au sens courant du terme, mais au sens fort, c'est-à-dire au sens de substituer quelque chose, suppléer, là où quelque chose fait défaut, effectivement, ça prend un sens. Est-ce dangereux? Non, le mot dangereux n'est pas exact. C'est risqué parce qu'on le croit. On le croit au simulacre colifiché et ça risqué, c'est-à-dire que ça donne une illusion transcendantale. Danger, ce n'est que ça. Un concept mal intentionnellement fondé pour illusionner, pour faire lueur. Il accomplit la tâche de lueur, comme dans les cérémonies les plus archaïques religieux, là où l'un des chefs religieux s'ouvre une boîte et même pas, il n'ouvre pas, mais il bouscule, là on entend des bruits des esprits, etc. C'est-à-dire ou bien c'est vide, ou bien c'est rempli avec n'importe quoi. Exactement. N'importe quoi fait l'affaire. C'est très convaincant, n'importe quoi. Parce que c'est n'importe quoi, avant tout, c'est quelque chose. Quelconque. Une singularité quelconque, dès qu'il est substituable, c'est-à-dire à valeur d'argent, c'est-à-dire reconnu par un système général. C'est encore le mot abstrait, système général, reconnu. Mais il faut quelqu'un
par force. Pascal disait non pas force, mais fondement mystique, la force. C'est incroyable, les gens ne peuvent pas obéir à une force brutale. C'est absurde. Les gens ne sont pas des sottes. Pascal calcule comme ça. Et il dit, dans la pensée, voilà, ça devrait être mystère, fondament, mystère. Pour moi, en tout cas, je n'arrive pas à concevoir. Hobbes raconte une histoire qui comme une fable pour les enfants, concernant Homo homini lupus et tout. C'est pas possible, l'homme ne peut pas être un loup, dit Pascal dans son soliloque. Donc il dit que ça devrait être mystère. Hein. L'origine, c'est mystérieux. Comment, enfin, croyez-vous qu'il y a quelqu'un qui va nous convaincre à être esclaves et à croire à n'importe quoi, à quelque chose quelconque? Non, vous blaguez. Alors, Pascal est comme juste, un homme juste. Effectivement, il ne peut prononcer que deux mots justes, sans accuser personne, sans faire des histoires, des fables, comme Hobbes, qui est exactement réaliste, et il veut à tout prix, c'est-à-dire au prix des images enfantines, raconter ce qu'il a découvert concernant l'origine, etc. Ineffable, etc. Ontologiquement, ça peut être ineffable, mais moi, je me promène dans l'ineffable parce que ça reste illocutoire, j'en conviens, mais on peut marcher, parce que c'est matériel encore. C'est matériel, le problème, c'est que ce n'est qu'une cora, donc c'est vide, ça n'a pas de propriété. Mais vous allez dire que c'est encore une qualification d'État, c'est l'État qui est construit, c'est pour ça que c'est vide, et vide. J'en conviens, si c'était privé, alors ça fonctionnerait, il faut que ça tourne, ça rembourse, ça rapporte des revenus, mais pour l'État, il suffit qu'il reste vide, et autant qu'il est vide, tout le monde s'enroule pour s'échanger. On ne peut pas être clair, mais c'est l'invention moderne, hein, il faut le dire. Je dis agora, etc., mais ben public chez les Romains, ça peut peut-être fonctionner comme ça. Vide, là-bas, veut dire dénudé de toutes les identités substantielles, aristocratiques, guerrières, etc. Dans un bain public à Rome, toute classe confondue, sont l'amour. Affection en tout cas, ils sont affectés l'un par l'autre. Ils se font parade devant les femmes qu'elles sont venues justement pour voir parade de leurs soldats et de leurs gens qui ne fréquenteraient absolument pas dans la vie normale. Voilà, toutes les théories se vérifient, justifient, et toujours c'est moi qui ai raison. Voilà un confort de pensée philosophique, dite spéculatif. Mais le problème c'est que c'est tellement concret concrétion, voilà, une concrétion, une cristallisation, une concrétion est arrivée à moi aujourd'hui, parce que je traversais, c'est un endroit de marché qui est actif seulement 2 jours dans la semaine, et surtout les vendredis, je veux chaque fois arriver, mais il y a un empêchement. C'est seulement 1 ou 2 fois que je suis arrivé, et c'était fantastique. Je faisais très fructueuse journée. J'ai acheté une copie de Van Gogh. Voilà, c'est un lieu de trouvailles rares. On peut c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer un très ancien ami à vous. Voilà, vous ne pensiez absolument pas de le voir là-bas, parce que c'est énorme. Pour la taille de l'Istanbul, c'est encore une moitié énorme, c'est-à-dire il y a 2 côtés à Istanbul, séparés par la mer, donc pour une côté ça va. Donc auparavant, quand j'étais jeune, effectivement, il n'y avait qu'une seule centre, c'était
à Beyazıt, marché aux puces. Et oui, là aussi, il y avait non pas des gens ou des objets qui se rencontrent, toute l'histoire se fait face. L'histoire, c'était les éléments de l'histoire, des terrains, disons archéologiquement, ils se rencontrent de plusieurs siècles de différence entre eux, donc ils ne se connaissent pas, mais chacun d'eux c'est le produit fondamentalement humain des différentes époques, et les objets ne se connaissent pas, mais les hommes, ils gardent leurs traces, et donc sans connaître un objet en terrain, et il en produit les tracés dans un autre objet contemporain. Voilà. Le problème de simulacre aussi, c'est résolu. Et des fétiches aussi, ça travaille comme ça. Comme je ne peux pas accéder à une personne du XVIe siècle, j'achète ou je photographie un objet intime à lui, à eux. Voilà. Je me dis le caftan du XVIe siècle à la maison, etc. C'est écrit dans un roman de Orhan Pamuk que j'avais trouvé un peu déplacé, non convaincant, mais c'est ça le meilleur exemple didactique ou pédagogique pour expliquer rapidement à quoi sert un simulacre. Qu'est-ce que c'est ça? Mais pour les gens intéressés, ça a une valeur. Sinon, un simulacre, c'est rien du tout, ça sert à rien, c'est même pas l'œuvre d'art, pas du tout, pas du tout. Les œuvres d'art peuvent utiliser des simulacres, mais les œuvres d'art eux-mêmes, ils ne sont pas pour être simulacres, ils peuvent devenir, pour quelqu'un précis, pour quelqu'un qui fera un investissement affectif, donc valorisation surenchère, là, comme n'importe quel objet, cette fois-ci, deviennent des simulacres. Alors là, je suis très content de, une fois pour toutes, résoudre tous les problèmes concernant intersubjectivité objectale partielle et totale, qui est ici, ce n'est plus partiel, ce n'est plus fétiche, nous sommes dans un lieu immense dans lequel je me promène, ce n'est plus partiel, ça représente une partie, la moitié de l'Istanbul, donc à ce sens-là c'est partiel, mais non, c'est total. Gesamtkunstwerke, rêvé par le romantique allemand, réalisé en négatif par Goebbels et Hitler en Allemagne détruite, mais ici, comme vous voyez, rien n'est détruit parce que c'est seulement retiré de la marché, retiré en attente, repos. Mais ça va activer le vendredi, le mardi, etc. Tout ça. La vie est simple. Au revoir. J'avais dit à l'ami romancier qui veut être romancier et qui a déjà publié des romans, alors qu'il est très soucieux bien sûr de ce qu'il a écrit, qu'il va écrire, qu'il va publier, et je lui ai dit, pour aggraver un peu sa situation et pour être clair dans mon conseil, qui n'est pas un conseil, mais une affirmation un peu provocatrice, ou bien une métaphore. Voilà, décidez-vous. Alors, je lui ai dit qu'il va porter comme une croix ses livres. Donc, au début de son chemin, il est romancier, mais il est très jeune. Donc, ce qu'il faut faire attention avant de publier, alors qu'il va rester pendant toute sa vie ce qu'il avait déjà publié. Ce qu'il a écrit serait déterminant pour lui-même, mais ce qu'il a publié serait déterminant publiquement. C'est encore autre chose qu'il est à peine à distinguer, peut-être. Et je lui ai
donner ce conseil. Donc, avec la métaphore de quoi? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une métaphore? On dirait que, moi je dirais que oui. Religion au sens large, c'est une allégorie et une métaphore. Mais une métaphore de quoi, n'est-ce pas? C'est ça la question. Alors, métaphore justement de notre exemple. C'est-à-dire, en généralisant, on peut dire que tout ce que nous aurons fait sera déterminant à jamais pour nous. Donc, ce sera une sorte de barre à porter. Si c'est par la croix, ce sera une cage, cage en fer, ce sera quelque chose de lourd. Le Coran dit, en passant, mais dans un verset très prégnant, que cette fois-ci, en accusant sûrement les Juifs, c'est-à-dire les croyants du livre en sens général, et ils portent leur livre. Ils ont fait porter leur livre à des ânes. Donc, ils ont chargé leur meule avec des livres lourds, mais ils ne lisent pas vraiment. Non, ils n'interprètent pas. Ils font peut-être des exégèses, et ça fait des tomes encore plus volumineux. Ils le remettent sur le dos de leur meule. Eh bien, ils continuent à leur chemin nomadique, comme ils transportaient quelque chose de très précieux. Oui, précieux, mais le problème, un meule important ne peut pas les lire, les déchiffrer. Eh bien, les rabbins, ils dépensent beaucoup de temps pour les déchiffrer et pour augmenter le volume. Voilà. Peut-être que je ne me trompe pas, en fait, Coran dit les gens du livre, comme on peut dire les gens de tente renvoyant ici au coffre de loi pendant l'époque nomadique, etc. Donc, ça, ce genre de métaphore, il y en a beaucoup, mais au fond, philosophiquement, je parlais en général de la force de simulacre. Force de simulacre, alors, comme un livre qu'on ne lit pas, mais qu'on respecte, qu'on adore, adule, etc., mais on ne comprend pas. C'est ça, simulacre, la force de simulacre, c'est un peu comme ça. Quand on est jeune, on écrit abondamment, parfois, eh bien, on croit qu'il y a quelque chose de très important, énigmatique, qu'on ne comprend pas très bien. Il faut qu'on publie, il faut que les gens comprennent qu'il y a des sens multipliés. Oui, c'est vrai, il y a un processus comme ça, sans règle, qu'on appelle la littérature, et tant mieux, et la plastique aussi, exactement. Si vous comprenez exactement, vous avez un plan, un projet, un programme, alors votre œuvre ne marchera pas très bien parce que votre œuvre aura déjà une légende, sous-titre. Titre et sous-titre expliqué discursif. C'est Roland Barthes qui a fait d'abord cette théorie et Jean-François Lyotard a repris à développer dans les discours et figures. Donc, registre de discours et registre de figures différents et simulacres font partie plutôt du registre figures, même s'ils ne sont pas figuratifs, comme le livre, etc. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'expliquer à lui tous ces détails. Il y en a sûrement beaucoup qui va s'enchaîner. Et c'est ça, prédétermination, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Et en plus, tout ça, c'est réanimé en moi, encore avec une citation biblique qu'on traduit, ou bien sans traduire. Il y a des équivalents déjà dans plusieurs langues, dont la langue turque en a un, et avec les variantes qui ne se ressemblent absolument pas, mais qui revient presque au même.
eh bien, la parabole, ce qu'on appelle parabole de semences, n'est-ce pas? Disséminer des semences et ce que tu as semé, tu le récolteras. C'est ça. Si tu sèmes du vent, tu récolteras des tempêtes. C'est ça. Il faut faire attention. C'est ça. C'est une éthique d'écrivain. Petite morale, il y a un chemin. Encore, je suis dans le chemin. Alors, entre nous, j'ai reçu, j'avais oublié en fait, j'ai reçu une proposition de mariage par une dame l'autre jour qu'on se conversait, mais on se croisait systématiquement. Et chaque fois que je vais à mon hôpital, je passais devant elle, mais je n'ai jamais rien acheté chez elle. Donc, elle est une marchande de rondelles. C'est une sorte de croissant turc avec ses sangs, très populaire. Alors, par protection, hygiène et tout, je n'achète pas de nourriture dans la rue. Pourtant, à l'hôpital, à l'intérieur, dans chaque étage, je parlais avec les dames, je racontais avec mon verbe interminable des choses, et elles voulaient que je continue. Il y avait des épisodes, des ruptures de mes histoires et tout. Enfin, elles n'ont pas, aucune d'elles n'ont pas osé faire une telle proposition. Alors, ma chance m'attendait donc devant la porte de l'hôpital, juste à l'entrée, non pas à l'intérieur, que j'avais pour rien tellement dépensé de mon logorée. Alors, cette information va servir, et j'espère, dans un enchaînement pas lugubre. Peut-être qu'il y aura une déviance vers le meilleur dans le cours de ma fleuve vitale ou dans mes égouts élégants. Voilà, on va voir. Le pays de mon... Tous France, le pays de mon enfance. Voilà, je crois que c'est parce que c'est pourquoi j'ai raconté cette histoire de proposition de mariage. Alors, j'ai imaginé un instant quelqu'un qui vivrait avec moi, avec une telle logorée. Comment supporter une telle logorée? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mariage que je n'ai jamais consommé? Eh bien, est-ce que c'est écouter interminablement quelqu'un qui t'accompagne jour et nuit, qui t'écouterait? Normalement, dans cette époque, effectivement, il y a des écrivains qui écrivent à leur conjointe. Et, les lits, s'ils lisent ou pas, si on veut, mais écouter tout le temps, c'est impossible. Personne ne peut supporter cela. Et en plus, je me demande si moi, j'aurais envie de raconter une chose si longue à une présence quelconque vivante, sauf l'animal, qui peut écouter sans écouter. Alors c'est non-sens, parce que dialogue vivante, c'est complètement contextualisé, et c'est impossible de sortir du contexte, sauf épisodiquement, en prenant une tasse de café et tout, avant de remettre au travail. Donc l'écriture, c'est comme destin, incontournable pour quelqu'un qui parle. Oui. C'est une suggestion doit s'écrire.
Et ça devrait être son boulot de Rien à temps voir plein. avec la République de Et Londres. les autres. Je ne connais pas la nature pas. du mariage, mais je dirais, y compris le mariage et tout ce qui implique comme consommation conjugale. Et ça devrait être donc épisodique. Concernant le travail central, qui est devenu central, qui était toujours, mais c'était pas en activité, mais en préparation, en accumulation de capitaux, dans la solitude, Einsamkeit. C'est sinon impossible, sinon vous serez un romancier de 3e catégorie qui va transmettre des petits dialogues domestiques ou des riverains universels. Oui, j'en utilise très peu, mais j'aime bien animer mes discours des conversations, des dialogues un peu retorses. Voilà, tout à l'heure je pensais la différence de tordu et tordant. Voilà, je crois que mes images, surtout tout à l'heure j'ai chanté sans raison un hymne français, n'est-ce pas, mon pays douce France, mon pays d'enfance, etc. Et ça devrait être complètement anachronique, absurde, mais l'adjectif, même pour la tonalité générale de plupart de mes films, c'est tordant. Je n'ai pas du tout esprit tordu, j'en ironise parfois, mais ce n'est pas un esprit tordu, pas du tout. Et je n'ai pas des arrière-pensées en tout cas. Mais tordant, c'est autre chose, n'est-ce pas? Tordant les tripes, tordant quoi, je ne sais pas exactement, mais un film, un documentaire, un témoignage tordant. Je me demande si j'utilise bien dans sa place cet adjectif, mais je crois que ce qui convient pour l'instant mieux à décrire justement c'est-à-dire l'état d'esprit qui se trouverait dans le fond de toute chose sans que ce soit chaque chose apparaissant soit tragique ni triste, etc. On chante, on rit, on poétise, on philosophe, on cogite, on témoigne, ou parfois qu'est-ce qu'on fait? On dénonce, oui. J'ai un film qui s'appelle, n'est-ce pas, Dénonciateur 1, Dénonciateur 2, mais avec pour Monsieur Snow, qu'est-ce qu'on disait en anglais, n'est-ce pas, ou en français, en traduction, c'est encore plus bizarre. Lanceur d'alerte, voilà, on dénonce, on fait des lancements d'alerte, et nous faisons des lanceurs d'alerte, c'est depuis le coup d'État de 2016, effectivement, je me suis accéléré dans ce enregistrement et j'ai même mis à côté la plupart des rédactions de mes livres et des textes et tout. Et même maintenant, effectivement, c'est ma convalescence au sens général, précis, étroite, initiale, majuscule, mes convalescences sont atténuées. Eh bien, j'ai diversifié le sujet, mais à l'époque aussi, non pas par esprit tordu, mais par médiation, je diversifiais, toujours. J'ironisais, je mettais des mises en scène, je faisais des mises en scène, et ainsi ça rapportait des pensées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des mises en scène? Donc, faire 2
telle sorte que tu te mets dans une situation de concrétisation, concrétion. En simulacre, tu te promènes dans un simulacre, donc dans un lieu, dans un endroit, dans un espacement, dans le temps réel, tu fais un effort réel, tu te fatigues, eh bien, les choses qui t'arrivent, que tu reçois, deviennent discours. Voilà. Ou bien que tu as déjà dans ton bagage un discours et tu cherches un endroit. Ça aussi c'est possible. Et certains lieux, les lieux deviennent des parloirs. Donc dès qu'on s'y rend, ça commence. Donc l'endroit fut toujours très important. Et le temps, ça s'invente. Vous savez, en fait, je n'ai pas de choix de temps et de lieux pas trop. Dès qu'il y a une énonciation qui commence, j'enregistre, malgré le bruit, malgré le froid, malgré le vent. J'attends. Il ne faut pas que ça starte, parce que tout est instantané, tout est éclair, tout est éclat, tout est dans un éclair du temps, laps du temps, tout est éphémère et les choses le plus universelles qui sont des choses qui sont le plus sujettes à se disperser. Donc l'éphémérite vient de là. C'est pour ça que c'est une opération de sauvetage. On ne sait pas si ça mérite d'être sauvé, mais dès qu'il se succède, ça devient des cristaux qu'il faut garder quand même. C'est-à-dire de structuration, de formation, théorème. Hypothèse, théorie, discours, énoncé, poème, petite mise en scène, pour ne pas dire théâtre, mais je prétends de faire des opéras aussi. Enfin, l'ensemble, c'est opéra. Là, un opéra qu'on n'a jamais vu. Un opéra, pour ne pas dire opus magnum, qui est très vieillot comme mot, mais un opéra, c'est un mot toujours frais, parce qu'une opération, quoi. C'est Wirklichkeit. Tout à l'heure, j'ai prononcé un gros mot, Gesamtkunstwerke. Alors, c'est ça, pour Agora d'une métropole sans limite comme Istanbul. Alors, la place de marché, ça devrait être ça. Une Gesamtkunstwerke, l'œuvre d'art totalisant. Alors, en fait, ce que je fais, si je l'interprète comme, en général, des films expérimentaux, je garde encore ce titre, dénominateur commun, mais quand c'est vidé de son sens, effectivement, ça devient le mot expérimentation, ça devient pour le spectateur, en tout cas, pour certains, ennuyeux, c'est n'importe quoi à la fois. Et en plus, il faut le dire, je le publie systématiquement sur YouTube, donc il y a des gens qui jugent cette disparité de qualité sur YouTube. Mais en gros, en général, je l'affirme, YouTube, c'est-à-dire ce qu'on met sans préjugés, au titre expérimental, un peu n'importe quoi de la jeunesse, je les salue. Et c'est pour ça que je suis avec eux. Mais ils sont au début de leur évolution, donc ils ont le droit de faire un peu n'importe quoi. Mais moi, je suis, et il faut souligner ça, je suis à la fin de mon carrière, de ma vie biologique. Et en plus, mes œuvres ne sont pas achevées, ma vie est en train d'achever à cause de maladies, on ne sait jamais, etc. Mais selon les prémices d'Aristote, donc une vie
peut être jugé et avoir un sens que par son accomplissement. Et je suis dans le dépêchement de cela, effectivement. Et mes expérimentations n'ont pas la même connotation que les autres. Je me laisse, je me donne un cours libre au sens d'expérimentation seulement. J'applique mes théories dès le début de ma carrière. Alors que j'avais systématisé peut-être par les autres moyens, c'est-à-dire pour devenir romancier, pour publier, si on retourne à ce être jeune et romancier ou être jeune et poète, je n'ai presque rien publié par les voies conventionnelles comme histoire, comme poésie. Aucune de mes poèmes ne sont publiés sur papier. Donc, Internet, c'est quelque chose de très, très tardif par rapport à mes commencements qui sont des années 80, juste début des années 80. Donc, je n'ai rien publié, mais je l'ai gardé, je l'ai formalisé, etc. Mais avant ça et pendant cela, je me suis toujours demandé, cette question m'a toujours accompagné, que écrire, que faire, comment formuler et par quel potentiel de discours enfui qu'il faut faire ressortir archéologiquement. Donc, dans des livres rares, il faut trouver des expressions rares, non pas par élégance. Ça aussi, c'est comme grâce. Si ça vient, c'est bien. Élégance et grâce. Mais si ça ne vient pas, ce n'est pas le but. Mais il faut que ça vienne. On espère. Mais le but, ce n'est pas obtenir la grâce qu'on ne connaît pas ce que c'est. On ne peut imaginer que renommer. On ne peut pas imaginer la grâce, ce que c'est grâce. Bon, c'est une autre discussion peut-être, mais j'ai cherché des recherches rares, des choses rares, des nuances, des poètes, des marginaux, des rares, etc. C'est-à-dire que avant de trouver des sujets, de traiter selon le mode canon, je me suis mis en question à la fois la méthodologie, donc la forme, à la fois et en même temps, manière de l'élaborer et déterminer le contenu. Donc, comment parler de certains contenus s'il y a des contenus, c'est-à-dire signifier. Et au bout du temps, je me suis constaté, et surtout dans ces derniers films, que c'est peut-être moi qui ai signifié transcendantal. Seul contenu, c'est moi. C'est devenu moi. Ce n'était pas toujours. Par apprentissage, on peut dire que mon sujet, c'est moi. C'est vrai. Ça devrait être ça aussi, parce que peut être d'autre qu'un sujet amoureux? Le plus intéressant, c'est quoi? Un sujet engagé politiquement, ce qui lui arrive, etc. Donc, c'est vrai que le sujet de l'homme, c'est l'homme. Et avant tout, l'homme qu'il est, ou bien qu'il est en train de devenir, qu'il projette de devenir, qu'il préconise d'être un chien, etc. Sommes-nous finalement, serions-nous une chème, un simulacre, une référence, une quote, ou bien un océan, on ne sait pas, que représente par exemple aujourd'hui l'autre monde, un poète parmi les poètes, etc. On va les considérer comme ça peut-être, mais quel rapport avec l'autre monde et Gauguin, etc. La immense, interminable discussion dès qu'il s'agit d'une praxis dont le but est elle-même. Voilà. Encore Aristote. Ah, les arts libéraux. Êtes-vous vraiment libéraux?